Bonjour mes chers élèves de la 3e année collège parcours international. Donc aujourd'hui, notre séance d'aujourd'hui, on va voir l'éducation nutritionnelle, quelles sont les rations alimentaires ou bien quelles sont les maladies de carence alimentaire, quelle est la ration alimentaire et quelles sont les conditions d'une ration alimentaire équilibrée. Mais avant, on va voir un petit rappel sur ce qu'on a vu la séance dernière. Donc on a vu la séance dernière que pour mettre en évidence les composants des aliments, on utilise des réactifs et pour chaque aliment, on a des réactifs spécifiques et aussi on a vu que selon leur composition chimique, les aliments consommés sont divisés en des aliments qui sont riches en protides, tels que les viandes, les poissons, etc., des aliments riches en lipides, tels que le fromage, des aliments riches en glucides, tels que le pain, les dattes, le riz, etc., et des aliments riches en eau et en sels minéraux, notamment les légumes et les fruits. Donc aujourd'hui, on a dit on va voir l'éducation nutritionnelle. On commence d'abord par les maladies de malnutrition. Donc, comme vous voyez ici, dans les pays en développement, les insuffisances alimentaires causent des maladies comme le kwashiorkor, comme le rachitisme, comme la cécité, l'anémie, etc. On va voir quelques exemples en détail de ces carences alimentaires ou bien de ces maladies. On commence d'abord par le rachitisme. Comme vous voyez ici, on a un enfant qui est atteint de rachitisme. Lorsqu'on dit le rachitisme, c'est une maladie liée à un déficit alimentaire ou bien au manque des aliments. Donc, comme vous voyez aussi, parmi les symptômes de rachitisme, le rachitisme est une pathologie des squelettes de l'enfant en croissance et caractérisée par des anomalies osseuses spécifiques. Donc, c'est une pathologie ou bien une maladie de squelette. Notamment, les symptômes de cette maladie, c'est la déformation de la boîte crânienne, gonflement des hypophyses osseuses, amaigrissement général, déformation de la cage thoracique et les jambes sont arquées comme vous voyez dans les images, que ce soit de cette forme-là ou bien de cette forme-là. Donc, le rachitisme, c'est une maladie nutritionnelle qui affecte notamment les os et le développement des os. Donc, parmi les causes de rachitisme, le traitement d'un enfant souffrant de rachitisme consiste à lui administrer le vitamine D dont il manque. Donc, parmi les causes principales de rachitisme, c'est la carence ou bien le manque de vitamine D et aussi le rachitisme, il est dû au manque de quelques sels minéraux tels que le calcium et le manque de l'exposition aux rayons solaires. En général, les causes de rachitisme sont le manque ou bien carence en vitamine D, carence en sels de calcium et aussi manque de l'exposition aux rayons solaires. Et on sait bien que le rôle de la vitamine D, elle fixe les sels minéraux sur les os. Les sels minéraux, notamment le calcium, ils donnent la dureté à l'os et l'exposition du corps aux rayons solaires sont nécessaires pour la synthèse de la vitamine D. Et on sait bien que les rayons ultraviolets, ils transforment et ils synthèsent des molécules adipeuses qui se trouvent au niveau de la peau en vitamine D. Donc, ici, lorsqu'on dit le manque de la vitamine D, des sels minéraux, etc., elle provoque la maladie de rachitisme. Donc, les vitamines et les sels minéraux sont des aliments protecteurs ou bien fonctionnels, c'est-à-dire qui protègent notre organisme contre les maladies. Comme mode de prévention contre le rachitisme, pour soigner ou bien pour prévenir le rachitisme, il faut donner à l'enfant des aliments qui sont riches en vitamine D, en sels de calcium et aussi l'exposer aux rayons solaires. Donc, je répète, pour prévenir le rachitisme ou bien pour soigner le rachitisme, il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine D, en sels minéraux, notamment les sels de calcium et l'exposer aux rayons solaires. Parmi les carences alimentaires aussi, on va voir l'exemple de kwashiorkor. Et lorsqu'on parle de kwashiorkor, c'est une maladie nutritionnelle ou bien une maladie de malnutrition protéinique caractérisée par des œdèmes, des atrophies, gonflement des ventres et des jambes comme vous voyez dans les images ici. Vous voyez le gonflement du ventre et des jambes, etc. Elle touche principalement les enfants âgés de 6 mois à 3 ans. À la naissance d'un second enfant dans leur famille sont brutalement sevrés. Donc le sevrage brutal des enfants entre les 6 mois premiers, il peut-être provoque la maladie dans le kwashiorkor. Et aussi le kwashiorkor, on a dit, il est dû au manque de protides et aussi n'est pas dû seulement au déficit protidique, mais également à une baisse de taux sanguin de magnésium, de potassium, de fer, de zinc et de vitamines. Donc parmi les causes de kwashiorkor, on
on a dit, d'abord c'est le manque de protéines, notamment les protéines animales, et aussi le manque de quelques sels minéraux tels que le magnésium, le potassium, le fer, le zinc, etc. et aussi de quelques vitamines. Donc ici, lorsqu'on dit pour prévenir le kwashiorkor, il faut consommer des aliments riches en protéines, notamment les protéines animales. Il faut consommer aussi des aliments qui sont riches en sels minéraux, tels que le magnésium, le potassium, etc. et les vitamines aussi. Parmi les maladies de malnutrition aussi ou de carence alimentaire, on parle de goitre. Et lorsqu'on dit le goitre, c'est une maladie qui se manifeste sous forme de tumeur au niveau de la gorge. Ça veut dire aussi on a le gonflement de la gorge, un tumeur au niveau de la gorge. Le goitre, elle est causée principalement par le manque d'iode. Ça veut dire le manque d'iode, ils peuvent provoquer le goitre. Et pour prévenir le goitre ou pour soigner les maladies de goitre, il faut consommer des aliments qui sont riches en sels d'iode, tels que les tomates, les carottes, les fruits de mer, etc. Parmi les maladies de malnutrition aussi, on trouve le scorbut. Et lorsqu'on parle de scorbut aussi, c'est une maladie due à une carence en vitamine C, c'est-à-dire en acide ascorbique, qui se traduit chez l'être humain dans sa forme grave par un déchaussement des dents et la purulence des gencives et des hémorragies qui peuvent provoquer la mort à la fin. Donc pour prévenir le rachitisme ou le scorbut, ou pour soigner le scorbut, il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine C. Donc le schéma suivant, elle résume les carences alimentaires qu'on a vues, les exemples qu'on a vus. On a parlé de kwashiorkor, et lorsqu'on dit le kwashiorkor, c'est une carence alimentaire ou bien maladie de malnutrition liée principalement aux carences en manque de protéines, notamment les protéines animales, et aussi de quelques sels minéraux qu'on a vus avant, tels que le magnésium, le zinc, etc. On a vu aussi le goitre, qui est une carence alimentaire ou bien maladie nutritionnelle due au manque de iode. Et on a le scorbut, qui est une carence alimentaire due au manque de vitamine C. Lorsqu'on parle de le scorbut aussi, on dit maladie de carence alimentaire ou bien de A vitamineuse, car elle est due au manque de vitamines. Comme vous voyez ici, on a le gonflement de ventre chez les enfants qui sont atteints de kwashiorkor. On a ici le gonflement de la glande thyroïde chez les gens qui sont atteints de goitre. Et aussi, vous voyez ici les dents qu'on a, ou bien la gencive, comment on devient chez les personnes atteintes de scorbut. Parmi les maladies aussi, on trouve la sclérose de l'œil, qui est une carence alimentaire ou bien maladie nutritionnelle due au manque principalement de vitamine A. Le béret-béret aussi, qui est une carence alimentaire ou bien maladie nutritionnelle due au manque de vitamine B1. On a l'anémie, qui est une carence alimentaire due principalement au manque en sel de fer. Et le marasme, qui est dû aux carences en aliments énergétiques ou principalement aux carences totales des aliments. Donc ce sont quelques exemples des maladies de malnutrition dues au manque des aliments. Et lorsqu'on parle de, comme on a dit, les maladies qui sont dues au manque de vitamines, on dit que ce sont des A vitamineuses qui sont dues aux vitamines, qui est dû au manque de vitamines. Donc, d'après ce qu'on a vu, on tire une petite définition concernant la carence alimentaire. Et lorsqu'on dit la carence alimentaire, c'est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples. C'est une maladie de malnutrition due au manque des aliments. Donc, comme conclusion, l'absence d'un ou de plusieurs aliments simples dans l'alimentation provoque des maladies de carence alimentaire qu'on a vues. Donc l'absence d'un ou de plusieurs aliments simples, que ce soit les protéines, les sels minéraux ou bien les vitamines, l'absence de ces aliments provoque des maladies qu'on appelle les maladies de carence alimentaire. Et aussi, la surconsommation de glucides ou de lipides conduit à une prise de poids, voire une obésité, des caries dentaires et fait le lait de pathologies de surcharge comme le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, les troubles digestifs, etc. Donc, que ce soit le manque des aliments ou bien l'excès des aliments, il conduit à des maladies. C'est pour cela que les aliments de l'homme doivent être équilibrés de manière
à ne pas conduire, que ce soit aux maladies de carence alimentaire ou bien aux maladies de surconsommation des aliments, c'est-à-dire l'obésité et les maladies qui suivent l'obésité. Donc, en général, d'après ce qu'on a vu et selon leur fonction, les aliments sont classifiés en des aliments qui sont bâtisseurs, ça veut dire des aliments qui sont riches en protéines et en sels minéraux. Ce sont des aliments bâtisseurs ou bien constructeurs. Des aliments énergétiques qui sont riches en lipides et en glucides. Et des aliments protecteurs qui sont riches en eau et en sels minéraux et en vitamines qui protègent notre organisme contre les maladies. Donc, selon leur fonction, les aliments consommés par l'homme sont divisés en 3 classes. Des aliments bâtisseurs ou bien constructeurs qui jouent un rôle très important dans la croissance. Ce sont des aliments qui sont riches en glucides et en lipides, et des aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie à l'organisme. Ce sont des aliments qui sont riches en lipides et en glucides. Donc ici, pour les aliments bâtisseurs, ce sont des aliments qui sont riches en protéines et en sels minéraux. Les aliments énergétiques, ce sont des aliments riches en lipides et en glucides. Et les aliments protecteurs qui protègent notre organisme contre les maladies ou bien des aliments fonctionnels qui sont riches en eau et en sels minéraux et en vitamines. Donc, comme j'ai déjà dit, les aliments bâtisseurs ou constructeurs, ce sont des aliments qui sont riches en matériaux constructifs tels que les protéines et les sels minéraux qui jouent un rôle très important dans la croissance. Les aliments énergétiques fournissent au corps de l'énergie nécessaire à l'activité musculaire tels que les glucides et les lipides. Et les aliments protecteurs ou bien fonctionnels essentiels pour la santé du corps et sa prévention contre les maladies. Et notamment, ce sont les aliments riches en vitamines, en eau et en sels minéraux. Donc, ça, ce qui concerne les carences alimentaires. Donc, on a dit le manque des aliments peuvent provoquer des maladies de carence alimentaire. Et pour prévenir ces carences alimentaires, il faut consommer des aliments qui sont riches en aliments que leur manque conduit à que ce soit au rachitisme, au scorbut, etc. Et maintenant, on va voir les rations alimentaires. Donc, c'est quoi la ration alimentaire? Quelles sont les conditions d'une ration alimentaire équilibrée? On commence d'abord par la définition d'une ration alimentaire. Lorsqu'on dit la ration alimentaire, c'est l'ensemble des aliments consommés en une journée, 24 heures, par un individu pour couvrir ses besoins en matière et en énergie. Lorsqu'on dit la ration alimentaire, c'est l'ensemble des aliments consommés par un individu pendant une journée, 24 heures. Maintenant, on va voir quels sont les facteurs qui influencent la ration alimentaire, ou bien la ration alimentaire, elle varie d'une personne à l'autre, selon quoi? Comme vous voyez dans le document ici, on a les besoins énergétiques quotidiens d'un adolescent ou une adolescente, d'un homme, d'une femme adulte, d'une femme âgée et d'un homme âgé. Et vous voyez que les besoins énergétiques journaliers, ils varient d'une personne à l'autre. Bien sûr, selon l'âge, les besoins énergétiques d'un adolescent est supérieur que les besoins énergétiques d'un homme adulte. Les besoins énergétiques d'un adolescent aussi est supérieur que les besoins énergétiques d'une adolescente. Et les besoins énergétiques d'une femme adulte est supérieur que les besoins énergétiques d'une femme âgée. Ça veut dire ici que les besoins énergétiques, ils varient selon l'âge d'abord. Les besoins énergétiques d'un adolescent varient des besoins énergétiques d'un homme. Et aussi selon le sexe, les besoins énergétiques de sexe masculin varient les besoins énergétiques de la femme. Comme vous voyez ici, que selon le sexe et selon l'âge, les besoins énergétiques journaliers, ils varient d'une personne à l'autre. Et aussi, comme on a dans le document ici, à chaque activité, un goût énergétique différent. Donc, lorsqu'on fait des activités physiques différentes, bien sûr, les besoins énergétiques varient d'une personne à l'autre selon l'activité physique. Donc, les besoins varient d'une personne à l'autre selon l'activité physique pratiquée.
et aussi les besoins journaliers en énergie chez la femme. Vous voyez ici le tableau, il exprime les besoins énergétiques journaliers chez la femme. Et vous voyez ici, on a la femme normale, femme enceinte et femme allaitante. Et bien sûr, les besoins énergétiques, ils varient d'une femme à l'autre. Selon l'état physiologique de la femme, les besoins énergétiques varient. Et aussi les besoins en protéines, en fer et en calcium, ils varient lorsqu'on passe de femme normale à la femme allaitante. Donc, les besoins énergétiques journaliers de la femme, ils varient selon l'état physiologique de la femme. Donc, on a dit que la ration alimentaire varie d'une personne à l'autre selon l'âge, selon le sexe, selon l'effort physique et l'état physiologique de la femme aussi. Maintenant, on passe à la valeur énergétique d'une alimentation. On va voir comment on calcule l'énergie calorifique issue de la ration ou bien des aliments consommés. Donc, les aliments simples, les glucides, les lipides et les protéines sont des aliments qui contiennent de l'énergie. La combustion de 1 gramme de chaque aliment libère une quantité d'énergie mesurée en kilojoules. Donc, on a ici le kilojoule ou bien le kilocalorie. C'est l'unité de mesure de l'énergie calorifique. On a dit que la combustion de 1 gramme de chaque aliment libère une quantité d'énergie. Donc, comme on a ici, 1 gramme de lipides, la combustion de 1 gramme de lipides, il libère 38 kJ. La combustion de 1 gramme de glucides, il libère 17 kJ. Et la combustion de 1 gramme de protéines, il libère 17 kJ aussi. Donc ici, pour calculer l'énergie calorifique issue de la ration, il suffit de faire des calculs, il suffit de multiplier le nombre des aliments consommés ou bien la quantité en grammes des aliments consommés par que ce soit 38, 17, etc. Et on a dit aussi que l'unité de mesure de l'énergie calorifique, que ce soit le kilojoule ou bien le kilocalorie, donc on a ici 1 kilocalorie est égal à 4,18 kilojoules. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, on passe à un exemple. On a la ration alimentaire d'un adolescent contient 200 g de glucides, 110 g de protéines et 100 g de lipides. D'abord, la première question, calculer l'énergie calorifique issue de cette ration, puis sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent sont 2800 kJ, est-ce que l'énergie calorifique de cette ration est suffisante? Donc, on va faire d'abord le calcul de l'énergie calorifique issue de la ration et après, on va faire la comparaison entre les besoins énergétiques et l'énergie issue de la ration pour voir si la ration était suffisante ou non. Donc, pour répondre aux questions ou pour calculer l'énergie calorifique issue de la ration, il faut d'abord calculer l'énergie calorifique issue de chaque aliment simple. Il faut calculer l'énergie calorifique issue de lipides, l'énergie calorifique issue de glucides, l'énergie calorifique issue des protéines et l'énergie, le total, on va faire la somme du total, ça va donner l'énergie calorifique issue de cette ration. Donc, on commence par l'énergie calorifique issue des glucides. Pour les glucides, on a dit que la ration alimentaire, elle contient 200 g de glucides. Pour passer ou bien pour calculer l'énergie calorifique, il faut multiplier 200 fois 17 égale 3400 kJ. Pour calculer l'énergie calorifique issue de protéines, il faut multiplier 115 fois 17, ça va donner 1955 kJ. Et pour l'énergie issue des lipides, on sait bien que la combustion de 1 g de lipides elle libère 38 kJ. Donc, pour calculer l'énergie calorifique issue des lipides, il suffit de multiplier 100 fois 38, ça va donner 3800 kJ. Donc, maintenant, pour calculer l'énergie calorifique issue de cette ration, on a dit, il suffit de faire la somme de l'énergie calorifique issue de chaque aliment simple. Donc, on a pour l'énergie issue des glucides, c'est 3400 kJ. L'énergie issue des protéines, c'est 1955 kJ. L'énergie issue des lipides, c'est 3800 kJ. Donc, on va faire la somme, ça va donner 9155 kJ. Donc, l'énergie calorifique issue de cette ration, c'est 9155 kJ. Maintenant, on va faire la comparaison pour voir si la ration est équilibrée ou non. Donc, on a dit l'apport énergétique de la ration, c'est 9155 kJ et les besoins énergétiques, c'est 12800
kilojoules. Donc, d'après la comparaison, on a que les besoins énergétiques de l'adolescent est supérieur que l'apport énergétique de la ration. Donc, bien sûr que cette ration n'est pas suffisante. Donc, cette ration n'est pas suffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques d'un adolescent. Pour que la ration soit suffisante, il faut que les besoins énergétiques journaliers aient égal au apport énergétique de la ration. Donc, en conclusion de ce qu'on a dit, la ration alimentaire est considérée comme équilibrée lorsque l'apport alimentaire compense les pertes de matière et d'énergie. Donc la ration est équilibrée et suffisante lorsque l'apport alimentaire compense les pertes de la matière et d'énergie de l'organisme et lorsqu'il contient tous les aliments simples nécessaires en quantité qu'en qualité aussi. Donc, pour qu'on dise que la ration alimentaire ou bien les conditions générales d'une ration alimentaire, la ration alimentaire doit être équilibrée quantitativement, qualitativement, très diversifiée et compense les pertes de matière et de l'énergie. Comme remarque ici, on a dit que les aliments, les protéines, les lipides et les glucides, ce sont des aliments qui contiennent de l'énergie. Par contre, les aliments simples minéraux, qui sont l'eau, les sels minéraux et les vitamines, n'interviennent pas dans la production de l'énergie. Leur rôle, c'est seulement soit bâtisseur ou bien constricteur ou bien protecteur qui protège l'organisme contre les maladies. Ça veut dire qu'elles ne donnent pas de l'énergie. On passe au schéma de synthèse qui résume ce que je viens de dire avant. Donc, l'homme, il consomme des aliments très diversifiés, ayant des rôles différents et des fonctions différentes, tels que des aliments, on a des aliments qui sont fonctionnels, d'autres qui sont énergétiques et bâtisseurs. Et selon les aliments consommés par l'homme, on est devant deux cas. Soit la ration alimentaire est équilibrée, ça veut dire que les besoins énergétiques journaliers est égal au apport énergétique de la ration. Le corps, dans ce cas, il est en bonne santé. Lorsqu'on parle de la ration alimentaire déséquilibrée, on est devant deux cas aussi, soit devant la suralimentation, lorsqu'on a l'apport énergétique de la ration est supérieur qu'aux besoins énergétiques journaliers. Dans ce cas, on est devant la suralimentation qui conduit à l'obésité et les maladies qui suivent l'obésité. Soit on est devant la sous-alimentation, c'est-à-dire les maladies qui provoquent les maladies de carence alimentaire. Et dans ce cas, on a dit que les besoins énergétiques journaliers sont supérieurs que l'apport énergétique de la ration. Donc la ration alimentaire consommée par l'homme, soit elle est équilibrée, soit déséquilibrée. Lorsque la ration est équilibrée, on a le corps elle est en bonne santé. Lorsque la ration elle est déséquilibrée, on est devant deux cas, soit la suralimentation qui conduit à l'obésité, soit à la sous-alimentation qui conduit aux maladies de carence alimentaire. Donc, on a dit que lorsque la ration était équilibrée, ça veut dire l'apport énergétique est égal aux dépenses énergétiques, est égal aux dépenses de l'énergie et de la matière de l'organisme. Et dans l'autre cas, lorsqu'on parle de la ration déséquilibrée, on est devant les maladies de malnutrition, que ce soit les maladies de la suralimentation que je viens de dire, qui conduit à des maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que l'obésité qui conduit aux maladies chroniques telles que le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, etc. Ou bien on est devant le cas de la sous-alimentation qui conduit aux maladies de carence alimentaire comme on a déjà vu, comme le marasme, les carences en sels minéraux, le kwashiorkor, ou bien les maladies avitamineuses, ça veut dire des maladies qui sont dues au manque de vitamines telles que le rachitisme, le scorbut et le béret-béret. C'est pour cela que la ration alimentaire doit être équilibrée quantitativement et qualitativement aussi. Elle doit compenser la perte de l'organisme, de la matière et de l'énergie pour qu'on reste le corps en bonne santé et pour éviter les maladies de malnutrition. Donc ici, quelques termes et définitions qu'on a vues. Lorsqu'on parle de la vitamineuse, ce sont des maladies dues au manque d'une ou de plusieurs vitamines. Lorsqu'on parle de l'apport énergétique, c'est l'énergie apportée par les aliments. Et lorsqu'on parle de besoins énergétiques, c'est l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. On passe à un petit exercice d'application sur ce qu'on a vu concernant les carences ou bien la ration alimentaire. On a ici la ration alimentaire d'un enfant contient 160 g de glucides, 226 g de protéines
et 190 grammes de lipides et des sels minéraux 100 grammes. Donc d'abord calculer en kilojoules l'énergie calorifique issue de cette ration et sachant que les besoins énergétiques d'un enfant sont 12 800 kilojoules, est-ce que cette ration est équilibrée? Justifiez votre réponse. Donc, on a calculé l'énergie calorifique issue de la ration. Maintenant, on va faire la comparaison de l'énergie calorifique issue de la ration avec les besoins énergétiques de l'enfant. On sait bien que les besoins énergétiques de l'enfant, c'est 12 800 kJ et l'apport énergétique de la ration, c'est 13 782 kJ. Donc ici, on a l'apport énergétique, elle est supérieure que besoin énergétique de l'enfant. Donc la ration ici n'est pas équilibrée car elle consomme plus des aliments. Donc cette ration n'est pas équilibrée car l'apport énergétique est supérieur aux besoins énergétiques d'un enfant. Donc l'apport énergétique de la ration consommée par l'enfant est supérieur qu'aux besoins énergétiques. C'est pour cela qu'on dit que la ration n'est pas équilibrée. L'enfant, elles peuvent atteindre l'obésité et les maladies qui suivent l'obésité. C'est pour cela que la ration de cet enfant, elle doit être équilibrée elle doit être équilibrée qualitativement et quantitativement ici. Elle doit être que les besoins énergétiques est égal à l'apport énergétique de l'enfant. J'espère que ce qu'on a vu cette séance est clair, mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.